Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? C'est une question que m'a beaucoup posée mon père quand j'étais adolescent. Il avait peur que je fasse un métier qui ne me plaise pas. Il me disait, mon fils, il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu veux faire dans la vie parce que sinon, tu risques d'être malheureux dans ton quotidien. Alors, c'était une question importante pour moi. Quand j'étais au lycée, je voulais être businessman. Travailler dans une grande capitale, être aussi à l'aise dans une jungle urbaine que dans ma petite commune de province natale, porter un beau costume, faire un métier important. Et puis les choses se sont précisées quand je suis rentré en école de commerce. Là, j'ai su que je voulais faire un métier qui soit technique, avec des chiffres. Et puis, tant qu'à faire, un métier qui soit bien payé aussi. C'est comme ça que j'ai découvert les métiers de la finance de marché. Plus particulièrement, je voulais devenir trader. Alors, je passe rapidement sur le fait que je n'avais pas choisi les bonnes études. Pour être trader, mieux vaut avoir fait une école d'ingénieur et pas une école de commerce. Mais c'est pas grave, j'y suis arrivé quand même, et j'ai été malheureux. C'est pas que le métier n'était pas assez technique, ou pas assez bien payé, non, c'était plus profond que ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais moins de 30 ans, encore des cheveux sur la tête, j'étais persuadé que les métiers bien rémunérés, c'était les métiers importants pour la société. Pour que ça marche bien, on a besoin d'agriculteurs pour nous nourrir, de médecins pour nous soigner, d'ouvriers pour faire tourner les usines, et de financiers pour financer tout ça. Je ne pensais pas du tout que la rémunération des financiers était liée à leur proximité, avec des sommes colossales. Non, non, pour moi, ils étaient bien payés parce que ils avaient un métier difficile et très important. J'ai mis 7 bonnes années à déconstruire cette fable un peu naïve. Quand j'ai découvert à quoi servaient vraiment les métiers de la finance de marché, j'ai quitté ce milieu. Aujourd'hui, je fais de la vulgarisation sur Internet et là, je suis très heureux. Ce soir, j'aimerais vous économiser 7 années de réflexion. Je voudrais vous montrer pourquoi il faudrait sérieusement revoir la manière dont fonctionne la finance. À quoi devrait servir la finance? À financer des projets, d'accord. Mais est-ce qu'on peut essayer de se représenter un peu les choses? La règle qui les gouverne toutes en économie, c'est les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si vous imaginez l'usine Monde qui fabrique des richesses, si vous ne vous rendez pas au magasin de cette usine pour acheter ce qu'elle a produit, eh bien, impossible pour elle de payer les salaires, payer les factures, payer les intérêts, les dividendes. Si les dépenses s'arrêtent, les revenus s'arrêtent. Et si les revenus s'arrêtent, c'est l'usine qui s'arrête de fonctionner. Mais si on veut continuer de se nourrir, se loger, se chauffer, consommer d'une manière générale, on ne veut pas que l'usine s'arrête. Donc il faut maximiser les dépenses. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Les revenus s'en vont ensuite dans le monde des dépôts bancaires, compte épargne, compte courant. Et nous avons toutes et tous accès à notre compte pour réaliser de nouvelles dépenses. Où est la finance sur ce schéma? Eh bien, imaginez un particulier, une entreprise, un État qui veut réaliser un projet mais qui n'a pas suffisamment d'argent sur son compte. Eh bien, vous avez besoin d'un intermédiaire. La finance récupère l'épargne non utilisée et la prête, moyennant un taux d'intérêt, à ceux qui en ont besoin. Le taux d'intérêt sert à rémunérer le financier et aussi à rémunérer l'épargnant qui est au début de la chaîne. Ensuite, on peut préciser un peu les choses. Vous avez la finance de détail d'un côté, c'est la banque du coin de la rue, qui va prêter aux épargnants, qui va prêter aux particuliers pour leur crédit immobilier et aux PME. Et puis, vous avez la finance de marché, qui va prêter aux très grandes entreprises et aux États. Et voilà, la finance, c'est très utile. On récupère l'épargne non utilisée, on la réinjecte dans le système pour mieux faire tourner l'usine. C'est un métier très technique, très utile, donc les financiers sont très bien payés, c'est QFD. Ça, c'est ce que je croyais. Et c'est ce qu'un financier qui n'a pas analysé le fonctionnement du système monétaire vous expliquerait. Mais quand vous creusez les rapports de banque centrale et la littérature scientifique en finance, vous n'allez pas trouver ce schéma. Les banques n'utilisent pas les dépôts pour prêter.
Elles utilisent une planche à billets. Là, vous allez me dire, c'est pas possible. Moi, j'ai vu la Casa de Papel, je sais bien que c'est la banque centrale qui imprime les billets. Oui, les billets, mais ça, c'est 15% de la masse monétaire. 85% de la monnaie est électronique. Et elle est fabriquée par des planches à billets électroniques qui sont aux mains des banques privées. Je vous le redis un petit peu différemment. Quand vous allez demander un crédit à votre banquier pour acheter un appartement, il ne vous prête pas l'argent de quelqu'un d'autre. Il fabrique de la nouvelle monnaie spécialement pour l'occasion. Par symétrie, quand vous remboursez le banquier, pas quand vous payez les intérêts, mais quand vous remboursez le banquier, vous détruisez de la monnaie. Ce qui veut dire qu'une économie qui s'intéresse au remboursement de ses dettes, croyant bien faire, sans s'intéresser à la fabrication de nouvelles dettes, est une économie qui s'ouvre les veines, qui se débarrasse de sa monnaie. Pas vraiment une bonne idée. Bon, les banques privées ont la planche à billets. Et alors, la finance n'est pas du tout organisée pour tenir compte de ça, parce que la finance fait comme si la monnaie était une ressource rare. Il faudrait inciter les épargnants à mettre de côté, parce que sinon on n'a pas assez d'argent pour financer des projets. Mais c'est faux. On pourrait mieux répartir la monnaie, réduire les inégalités. Puisqu'on a une planche à billets, on ne manquera jamais de quoi que ce soit pour financer des projets. Il faudrait systématiquement rembourser sa dette. Et oui, parce qu'il faut bien rendre son argent aux épargnants qui sont au début de la chaîne. Mais non, une planche à billets se moque de se faire rembourser. On pourrait s'autoriser des erreurs de parcours. Il faudrait systématiquement financer des projets rentables pour inciter les épargnants à mettre de côté. Mais non, une planche à billets se moque de la rentabilité. On pourrait s'en servir pour financer tous ces projets utiles et pourtant pas assez rentables ou pas rentables. Un autre ancien banquier, bien plus connu que moi, a dit un jour « Mais ma petite dame, il n'y a pas d'argent magique. » Mais c'est un mensonge. Si on peut manquer d'accès à la monnaie, ce qui au passage signale qu'on a un problème d'organisation, qu'il faut peut-être revoir le système, on ne peut pas manquer de monnaie. Ce qui est rare, ce sont les ressources naturelles, les compétences, les bras, le temps, mais pas la monnaie. La monnaie n'est pas une ressource rare. Quand j'ai compris ça, depuis ma salle des marchés de Londres, je suis littéralement tombé de ma chaise de trader. Parce que oui, à ce moment-là, le rêve était réalité. J'y étais dans ma jungle urbaine avec mon beau costume et mon beau salaire. Et pourtant, il y avait une pointe d'amertume. Mon métier n'était pas aussi utile qu'il pourrait l'être. Et puis, il y a eu la goutte d'eau. Je travaillais dans une équipe de trading et tous les soirs, on calculait ce qu'on appelle notre PNL, Profit and Loss. C'est le résultat financier de la journée. Il y avait évidemment une formule qui faisait ça pour nous, mais on se disait qu'il y avait un problème dans cette formule. Alors, j'ai creusé un peu, et effectivement, j'ai trouvé quelques erreurs, mais j'ai réalisé quelque chose qui m'avait totalement échappé jusque-là. À quoi ça sert une salle des marchés remplie de traders dans une banque d'investissement? Ça fonctionne comme un supermarché. Vous avez des fonds d'investissement qui veulent acheter et vendre des produits financiers. Alors quand ils veulent acheter, nous on en a en stock, on leur vend et puis on prend une commission au passage. Et puis quand ils veulent vendre, on garde de la place en stock, on achète et puis on prend une commission au passage. Moi j'étais persuadé que notre résultat financier c'était cette activité de prise de commission. Mais en regardant la formule, je me suis rendu compte que pas du tout. Notre résultat, il venait en fait de la prise de valeur du stock de produits financiers qu'on avait derrière. Donc, je vous donne un exemple. On a une action dans le stock qui vaut 10 le matin, 15 le soir. On a gagné 5 sans même avoir besoin de la vendre. Et nous, ensuite, on demande un bonus sur ces 5. Mais si l'action redescend à 10, on ne rend pas l'argent. Il n'y a pas de malus. Mais qu'est-ce que c'est que ce système de rémunération ? Revenons à mon schéma. Imaginez que l'usine fabrique une nouvelle maison. Vous voyez bien que la dépense qui va permettre d'acheter cette maison va permettre de payer les salaires des gens qui ont fabriqué la maison. Mais si ensuite le propriétaire veut la revendre, de nouveau, il va y avoir une transaction financière. Une dépense va engendrer un revenu. Mais cette fois, il n'est plus question de salaire. L'usine n'est même plus concernée parce qu'on est sur le marché de l'occasion. C'est ça qui manque à mon schéma. Les dépenses des uns sont les revenus des autres, certes, mais il y a deux boucles de dépenses. Celle du marché du neuf
l'économie réelle, les salaires, la fabrication de richesses, et le marché de l'occasion, les paris, la bourse, la spéculation, la finance de marché en général. Je dois tout de suite préciser que pour qu'un produit soit spéculatif, il faut que sa valeur puisse baisser, mais aussi monter. Donc tout ce que vous vendez sur Vinted ou Le Bon Coin n'est absolument pas concerné. Ne sont concernés que les produits financiers, les biens immobiliers et, dans une moindre mesure, le marché de l'art. Les nouveaux produits financiers naissent ici. Et quand ils sont neufs, ils servent effectivement à financer des grandes entreprises et des États, qui derrière achètent des richesses produites par l'usine, payent les salaires, etc. Mais 99% de la finance de marché s'intéresse et est rémunérée pour s'intéresser à la prise de valeur d'un stock d'anciens produits financiers et d'anciens biens immobiliers, pas du tout à la création de nouvelles richesses. Donc non seulement la finance fait comme si la monnaie était une ressource rare, alors que pas du tout, création monétaire, mais en plus de ça, elle est rémunérée pour s'intéresser à la prise de valeur d'un stock d'anciens produits financiers et immobiliers, plutôt qu'à la création de nouvelles richesses. Donc c'est pas simplement que mon métier de trader n'est pas aussi utile qu'il pourrait l'être, c'est aussi que ma rémunération est indexée sur du vent. Toutes ces belles richesses que je peux m'acheter, belles montres, beaux costumes, bel appartement, je ne participe aucunement à leur création. Si on vivait tous et toutes sur une île déserte, je serais le parasite de la bande, celui qui ne participe pas aux tâches collectives et qui pourtant en profite allègrement. Quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert que j'étais un parasite, ça m'a rendu profondément malheureux et j'ai quitté le monde de la finance. Alors, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut sérieusement penser à changer ce système financier. Mais vous pourriez avoir envie de me dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Deux remarques. Numéro 1, en démocratie, les changements institutionnels doivent être initiés par nous, la population. Il ne faut pas s'attendre à un Captain America qui viendrait nous sauver de la finance. Ou alors, c'est qu'on suppose que nos modes de gouvernance démocratique ne vont pas survivre. Deuxième remarque. Évidemment qu'on est tous et toutes très petits par rapport au monde de la finance. Nos actions individuelles sont insignifiantes, mais la puissance de l'action collective est dans le nombre. C'est bien parce que tout le monde se décide à ramasser la crotte de son chien dans la rue que derrière, plus personne n'a besoin de marcher dedans. Donc, le changement doit être initié par nous, et il faut être suffisamment nombreux à agir. Mais agir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement? Je propose 3 options. C'est pas exhaustif. Numéro 1, le boycott. Ne pas placer son épargne sur les marchés financiers. Ne pas aller travailler en finance. Ou si on y va, demander, exiger que sa rémunération soit indexée sur le fonctionnement de l'économie réelle, l'usine, la création de richesses, les salaires, les emplois. Et pas sur des indicateurs boursiers, surtout pas sur des indicateurs boursiers. Numéro 2, changer la finance de l'intérieur. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais attention avec cette option-là. Imaginez que vous alliez travailler en finance, la tête remplie d'une finance qui financerait vraiment l'économie réelle. On va donner une couleur à ces idées, on va dire que ce sont des idées bleues. Vous allez rentrer dans un univers rempli d'idées jaunes, spéculatives. Et avant de pouvoir faire infuser le bleu depuis suffisamment haut dans la pyramide, il va bien falloir faire du jaune pendant un moment. Et là, il risque de se passer 2 choses. Soit vous n'en pourrez plus de faire ce en quoi vous ne croyez pas, et vous allez finir par quitter le monde de la finance, c'est ce que j'ai fait. Soit, vous risquez bien de retourner votre veste, de vous dire « Oh, finalement, la spéculation, c'est peut-être pas si mal. Après tout, c'est grâce à ça que je me suis acheté une belle maison. » Numéro 3, changer les lois. Et oui, parce qu'il y a eu toute une époque où la finance n'était pas organisée comme ça. La finance savait qu'elle avait une planche à billets, et elle savait l'utiliser, et elle était déconnectée de son activité spéculative. C'est toute la période qui a servi notamment à financer, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi toute la période de reconstruction et des 30 Glorieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a changé depuis les années 80?
Je vous donne 2 exemples de loi. Numéro 1, vous avez une action qui vaut 10 le matin, elle vaut 15 le soir, vous n'avez même pas besoin de la vendre, vous avez gagné 5. Ça, c'est une règle comptable. Ça s'appelle le mark to market, la valorisation au prix de marché. Il faut changer cette règle. Il ne faut pas valoriser le stock de produits financiers immobiliers à la valeur de marché, surtout pas. Il faut trouver d'autres manières de valoriser ce stock. Numéro 2. Dans les années 20, les entreprises de marché étaient autorisées à acheter des banques qui possèdent la planche à billets. Si bien que les activités de marché possédaient une planche à billets pour financer leurs activités spéculatives. Après la crise de 29, on a supprimé cette autorisation. Ça s'appelle la séparation des activités bancaires. Eh bien, dans les années 80 et 90, on est revenu sur cette interdiction. Et depuis la crise de 2008, rien ne s'est passé. Séparons de nouveau les activités bancaires. C'est le moment de conclure. Il faut changer la finance. Et en démocratie, le changement ne peut être initié que par nous. Refuser un poste ici, soutenir une ONG là, voter différemment ici, ne pas placer son épargne en bourse là. Nous pouvons toutes et tous faire quelque chose. Et pour que ça marche, il faut qu'on soit suffisamment nombreux à le faire. Alors à nous de jouer. Merci.